J'ai regardé ma femme monter dans la voiture de son amant. Dans ma main, un pied de biche. Dans ma tête, un seul désir, la vengeance absolue. 20 ans de mariage, une signature falsifiée, 50 millions volés, et une trahison si profonde qu'elle m'a transformé en chasseur impitoyable. Cette histoire vraie vous glacera le sang jusqu'à la dernière seconde. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dehors. Vous allez découvrir comment un homme trahi a transformé l'enfer de sa femme et de son amant en cauchemar éternel. Et pourquoi parfois la vengeance froide est bien plus terrible que la mort. Je regardais mon épouse légitime, avec qui je partageais la table et le lit depuis plus de 20 ans, montée dans une voiture étrangère. Mon seul désir était d'écraser l'accélérateur et de les transformer tous les deux en bouillies sanglantes, de les étaler sur l'asphalte avec leur sale luxure. Dans la boîte à gants de ma Peugeot se trouvait un lourd pied de biche, et ma main se tendit d'elle-même vers le métal froid, tandis que le sang battait à mes tempes, couvrant même le bruit de la pluie sur le toit. Je ne l'ai pas fait uniquement parce que la mort aurait été une issue trop facile pour eux. Je voulais qu'ils souffrent longtemps, douloureusement et consciemment. Je m'appelle Pierre, j'ai 58 ans. Toute ma vie, j'ai trimé comme un damné dans le Nord. Puis je me suis installé à Lyon, j'ai ouvert mon atelier de menuiserie. Je ne suis pas un oligarque, mais un homme solide qui a construit sa maison de ses mains, monté son affaire et fait vivre sa famille. Si bien que ma femme n'a jamais travaillé un seul jour. J'avais l'habitude de régler les problèmes fermement en 10 faits. Si quelqu'un tentait de m'arnaquer, il regrettait longtemps d'être né. Mais je n'aurais jamais pensé que mon principal ennemi, le rat qui me rongerait par derrière, dormait dans mon lit. J'étais assis dans ma voiture sur le parking d'un restaurant chic. Les essuie-glaces peinaient à faire face au déluge. Les vitres étaient embuées, mais je voyais tout. Elle est sortie, Émilie. À 45 ans, elle était magnifique. Évidemment, avec mon argent, les instituts de beauté, le fitness, les vêtements. Elle riait, comme elle n'avait pas ri avec moi depuis longtemps. Et à côté d'elle marchait lui, Alexandre, le roi local de la vie, propriétaire d'une chaîne de centres commerciaux, un type glissant au regard fuyant que je connaissais par des réunions d'affaires. Il la tenait par la taille d'une manière si possessive que tout s'est brouillé devant mes yeux sous l'effet de la rage. Elle est montée dans sa berline noire. Je savais où ils allaient. Je le savais depuis une semaine déjà, mais j'avais besoin de preuves, pas pour la justice, pour moi, pour tuer en moi les derniers restes de pitié. J'ai démarré le moteur. Ma Peugeot a rugi et j'ai suivi, gardant mes distances. L'habitacle sentait le désodorisant bon marché et ma fureur. Un coup au cœur. Mais le plus terrible n'était pas qu'elle couchait avec lui. C'était qu'hier, j'avais trouvé dans son tiroir des documents de crédit qu'elle avait contractés en hypothéquant mon atelier, après avoir falsifié ma signature. Et cet argent avait déjà été transféré sur les comptes de la société de ce salaud. Je les ai suivis jusqu'à un hôtel à la campagne. Il ne se cachait pas, se sentait victorieux. Je me suis garé à l'ombre des arbres. J'ai sorti une flasque de vodka de la boîte à gants. J'ai pris une énorme gorgée. Le liquide m'a brûlé la gorge, mais ne m'a pas calmé. Au contraire, il a attisé le feu intérieur. Je me suis souvenu comment, il y a une semaine, Émilie m'interrogeait sur les affaires de l'atelier, sur la façon dont le terrain était enregistré. Moi, l'idiot, je lui avais tout raconté. Je lui faisais confiance. Je pensais que ma femme s'intéressait, se souciait, alors qu'elle évaluait les actifs, calculait combien elle pouvait extorquer au vieux con avant de se tirer vers une belle vie. Je suis rentré à la maison avant elle. La maison était vide et silencieuse. Cette même maison que j'avais construite pendant 3 ans, transportant des briques et mélangeant du mortier pendant qu'elle choisissait des rideaux. Je suis passé à la cuisine sans me déchausser. La boue de mes chaussures restait sur le parquet coûteux, mais je m'en fichais. J'ai sorti du réfrigérateur une bouteille de vodka embuée. J'ai rempli un verre à ras-bord et je l'ai vidé d'un trait. Elle est rentrée 1 heure plus tard, fredonnant une mélodie. Elle m'a vu assis à la table de la cuisine dans l'obscurité. « Pierre, pourquoi tu es dans le noir et pourquoi tu gardes tes chaussures ?» Sa voix a tremblé, mais elle a rapidement plaqué un masque d'innocence. « J'étais chez une amie, on s'est attardé. J'ai lentement allumé la lumière. La lampe au-dessus de la table a oscillé, projetant des ombres dures sur mon visage. J'ai posé en silence sur la table les copies de ces mêmes documents bancaires que j'avais réussi à faire pendant qu'elle dormait.
Son regard est tombé sur les papiers. Le masque a glissé instantanément. Son visage est devenu prédateur, méchant. « Tu as fouillé dans mes affaires », a-t-elle sifflé, sans même tenter de se justifier. « J'ai fouillé dans la façon dont tu m'as vendu. » Ma voix sonnait basse, sourde, comme le grognement d'un chien de garde avant l'attaque. Je me suis levé. La chaise est tombée en arrière avec fracas. Elle a fait un pas en arrière, s'est adossée au réfrigérateur. Dans ses yeux, j'ai vu la peur, une vraie peur animale. Elle savait ce que je pouvais faire. Elle avait vu comment je m'étais occupé de ceux qui volaient à l'entrepôt. « Pierre, écoute, Alexandre a promis de rendre l'argent. »« C'est juste du business », a-t-elle bafouillé, tentant de jouer les idiotes. « On voulait faire fructifier l'argent et te le rendre avec des intérêts. » Je me suis approché d'elle tout près. Elle sentait le parfum cher et l'eau de Cologne d'un autre homme. Cette odeur m'a frappé les narines, provoquant la nausée. Je l'ai attrapée par la gorge, pas fort, juste pour la fixer, pour qu'elle me regarde dans les yeux. « Du business ?» et je demandai doucement. « Tu as tout transféré sur sa société écran ? Tu pensais que je ne vérifierais pas par mes canaux ? Demain, cet argent disparaîtra et la dette restera sur moi. Tu voulais me laisser ruiner. » Elle a tenté de se dégager, m'a frappé sur le bras. J'ai seulement serré les doigts un peu plus fort, puis je l'ai repoussée brusquement. Elle a volé vers le meuble de cuisine, faisant tomber un vase de fleurs au sol. Les éclats se sont éparpillés sur le plancher. L'eau se répandait, se mélangeant à la boue de mes chaussures. « Espèce de vieux raté !» a-t-elle soudain hurlé, comprenant qu'il était inutile de faire semblant. « Oui, je m'en vais. Alexandre me donnera la vie que tu n'as pas pu m'offrir. Il est riche, il a l'âme jeune. Et toi, tu pues la sueur et l'essence. Je t'ai supporté 20 ans. J'ai souri. C'était un sourire mauvais. Supporté. Quand tu bouffais du caviar à la louche, quand tu partais en villégiature. J'ai fait un pas vers elle et j'ai frappé du poing le mur à 1 centimètre de sa tête. Le plâtre s'est effondré sur ses épaules. Elle a poussé un cri aigu et s'est recroquevillée. Dehors, et je dis doucement, que dans 5 minutes, il n'y ait plus trace de toi ici. Je prendrai la moitié, a-t-elle crié, sentant que je ne la frapperai pas maintenant. Nous sommes mariés. Le tribunal partagera tout. La maison, l'atelier, les voitures. Tu te retrouveras en caleçon, Pierre. Dehors, et je rugis si fort que la vaisselle a tintinabulé dans le buffet. Elle s'est précipitée hors de la cuisine. Je l'entendais s'agiter dans la chambre, jetant ses affaires dans une valise. Je me suis versé encore de la vodka. Mes mains ne tremblaient pas. Un froid glacial s'était installé en moi. Elle pense que la guerre commencera au tribunal. Elle pense qu'Alexandre la protégera. Elle pense que l'argent volé lui assurera une vie douce. 10 minutes plus tard, elle descendait. Avec une valise, les yeux rouges, mais fiers. « Tu viendras encore ramper devant moi ?» m'a-t-elle lancé par-dessus son épaule. « Alexandre détruira ton minable petit commerce. » La porte d'entrée a claqué. J'ai entendu le bruit d'un moteur. Il était venu la chercher. Évidemment, il attendait au coin de la rue. Je me suis approché de la fenêtre. La pluie avait redoublé. Les feux arrière rouges s'éloignaient dans l'obscurité. J'ai fini la vodka et j'ai écrasé le verre dans ma main avec un craquement. Le sang s'est mélangé au reste d'alcool, goûtant sur le rebord de la fenêtre. Je ne sentais pas la douleur. Je ne sentais que l'objectif. Elle ignorait l'essentiel. Ce que j'avais découvert ce matin avant de les suivre. Alexandre ne faisait pas seulement fructifier l'argent. Son empire craquait de partout. Il était endetté auprès de gens très sérieux des années 90, qui ne pardonnent pas les dettes. Et l'argent qu'Émilie m'avait volé pour lui, c'était une goutte dans l'océan avec laquelle il tentait de boucher un trou. Mais le plus intéressant était ailleurs. Dans les documents qu'elle avait signés si précipitamment, aveuglée par l'amour et la cupidité, il était indiqué en petits caractères que la garante de toutes les obligations de la société d'Alexandre devenait nulle autre que la directrice générale de la société Écran. Et la directrice de cette société, nommée il y a 1 semaine, c'était elle, Émilie. J'ai bandé ma paume ensanglantée avec un torchon de cuisine. J'ai généreusement versé dessus de la vodka bon marché et j'ai serré le nœud avec mes dents, sans même grincer de douleur. Cette douleur brûlante m'était nécessaire. Elle consumait les derniers restes de sentimentalité stupide,
me transformant de mari abandonné en chasseur qui flaire l'odeur de la peur de sa proie à des kilomètres. Je suis sorti sous la pluie battante. Je suis monté dans ma Peugeot, et quand le moteur a répondu par un rugissement féroce, je savais déjà que cette nuit dans cette ville, quelqu'un cracherait du sang, et ce ne serait pas moi. La pluie inondait Lyon comme si elle voulait laver toute la saleté des rues. Mais je savais qu'aucune eau ne suffirait pour nettoyer ce qu'Émilie et ce type pommadé avaient fait. Je ne roulais pas vers la police ni vers les avocats. À cette heure, il n'y a que des agents de permanence somnolents qui se fichent de vos problèmes. Je roulais vers mon entrepôt. L'intuition, développée par des années de vie dans les années 90 et de lutte pour la survie dans le monde des affaires. Il ne s'arrêterait pas à l'argent volé sur les comptes. Il voulait la destruction totale. Alexandre a des besoins d'actifs pour fermer la gueule de ses créanciers. Et Émilie avait besoin d'une justification à sa propre bassesse. Genre, le mari s'est ruiné tout seul. En approchant de la zone industrielle, j'ai éteint les phares. La Peugeot a roulé doucement sur l'asphalte défoncé, les pneus crissant sur le gravier. Les portes de mon atelier étaient entr'ouvertes. Le cadenas massif que j'avais accroché moi-même avait été simplement découpé à la meuleuse et gisait dans la boue. Devant le hangar où était stockée une livraison de chênes précieux, préparée pour un envoi à Paris, stationnait un camion sale aux plaques maculées. 2 gros bras en survêtement chargeaient prestement dans la benne mes planches, ma marchandise, mon travail, mon argent. Je n'ai pas appelé la sécurité. Le gardien, oncle Gaston, dormait probablement déjà d'un sommeil de plomb, drogué avec quelque chose de plus fort que du thé, ou gisait avec le crâne fracassé dans sa guérite. J'ai tâtonné sous le siège pour attraper le pied de biche. L'acier lourd et strié refroidissait agréablement ma main valide. L'adrénaline a monté à la tête, aiguisant ma vue et mon ouïe. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La voiture a bondi, le moteur rugissant, et j'ai directement percuté le battant ouvert du portail qui a frappé l'accabion du camion avec un fracas terrible. L'un des chargeurs, celui qui était au sol, a sauté sur le côté, a glissé dans la boue et est tombé. Le second s'est figé dans la benne, les yeux écarquillés. Je suis sorti de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. Le pied de biche était devenu le prolongement de ma main. Celui qui était dans la boue a tenté de se relever, a glissé sa main dans sa poche. Mais je ne lui ai laissé aucune chance. Le coup a frappé l'épaule. Le craquement sec de l'os était plus doux que toute musique. Il a hurlé, se roulant au sol et agrippant son bras brisé. Le second a sauté de la benne, tentant de faire le boxeur. Jeune, insolent, habitué à effrayer les étudiants. Il ignorait que gesticuler devant moi revenait à taquiner un ours avec une brindille. J'ai esquivé son coup maladroit et d'un mouvement rotatif, je lui ai planté ma botte dans le genou. La jambe s'est courbée vers l'arrière de façon anormale. Le hurlement a couvert le bruit de la pluie. Je l'ai attrapé par la peau du cou et je lui ai écrasé le visage contre le flanc du camion avec force. Le sang a giclé sur le métal mouillé. « Qui ?» Et je rugis à son oreille, enfonçant son visage dans le fer. « Qui t'a envoyé, ordure ?» Le gars râlait, crachant des bulles de sang. « Alexandre, monsieur Alexandre a dit de tout prendre. Il a les documents. » J'ai relâché ma prise et il s'est effondré comme un sac dans la boue. Je me suis approché de la cabine du camion. Le chauffeur, un petit homme apeuré d'une 50aine d'années, était assis, agrippé au volant, n'osant même pas respirer. Le bon de livraison, et je dis doucement. De main tremblante, il m'a tendu une feuille froissée. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. La lumière a révélé des lignes qui m'ont fait voir noir. Mon cœur ratant un battement comme si on m'avait tiré dessus à bout portant. Dans la case vendeur figurait la signature d'Émilie. La date de vente était celle du jour, mais l'heure remontait à 1 heure plus tôt, quand elle était déjà avec lui. Et le prix pour tout mon entrepôt, pour lequel j'avais trimé 6 mois, équivalait à celui d'une vieille Renault d'occasion. Elle n'était pas simplement partie, elle avait décidé de réduire ma vie en cendres, signant une donation pour tout ce que je possédais pendant que j'étais assis dans ma cuisine, à boire de la vodka. Juridiquement, en tant qu'épouse et copropriétaire, elle avait le droit de disposer des biens s'il n'y avait pas de contrat de mariage. Et il n'y en avait pas. Nous nous faisions confiance. Elle avait vendu mon travail, ma sueur et mon sang pour des clopinettes à son amant, afin qu'il puisse sortir légalement la marchandise. J'ai sorti le chauffeur de la cabine et je l'ai jeté par terre à côté des chargeurs.
Vous avez 2 minutes pour disparaître, et je dis en les regardant de haut. Si je revois ce camion à moins d'1 kilomètre de mon atelier, je le brûle avec vous dedans. Ils ne se sont pas fait prier. Boitant et gémissant, ils se sont entassés dans la cabine. Le camion, crachant une fumée noire, a foncé vers la sortie en éclaboussant la boue. Je suis resté seul au milieu de mon royaume pillé, mais reconquis. La pluie lavait le sang sur l'asphalte, mais ne pouvait laver ma haine. Maintenant, j'avais besoin d'un notaire. Je savais qui traitait les sales affaires d'Alexandre. Un petit rat du nom de Mercier, un type glissant qui vendrait sa propre mère pour de l'argent. Sans parler de certifier une transaction frauduleuse antidatée. Son bureau était au centre, mais il préférait vivre dans un vieux quartier tranquille, dans un immeuble ancien, au haut plafond. Je connaissais son adresse parce que quelques années auparavant, je l'avais aidé avec la rénovation de son chalet. J'avais fait un escalier en échange de services. À l'époque, il semblait juste avide. Maintenant, il était devenu complice de mon assassinat. Je suis monté dans la voiture. Ma main recommençait à pulser de douleur. Le pansement était trempé de sang et de vodka, mais cela ne faisait que m'aiguillonner. La ville dormait, ignorant les passions qui bouillonnaient dans ses entrailles. Je conduisais la voiture à la limite, grillant les feux orange. Dans ma tête, le puzzle se mettait en place. Alexandre était pressé, très pressé. S'il avait envoyé un camion la nuit, c'est qu'il avait besoin d'argent, non pas demain, mais hier. Cela signifiait qu'on l'avait coincé si fort qu'il avait perdu toute prudence. L'entrée de l'immeuble de Mercier m'a accueilli avec une odeur de moisi et d'urine de chat. L'interphone ne fonctionnait pas. Quelqu'un avait arraché l'aimant. Je suis monté au 3e étage. La porte du notaire était chère, métallique, avec un revêtement façon cuir de crocodile. Je n'ai pas sonné. J'ai sorti de ma poche le couteau pliant que je portais toujours sur moi et j'ai enfoncé la lame dans l'œilleton en la faisant tourner. Puis j'ai commencé à donner des coups de pied dans la porte, méthodiquement, lourdement, comme avec une masse. « Qui est là ? J'appelle la police !» a retenti une voix criarde derrière la porte. « Ouvre, Mercier, ou je brûle ton appartement avec toi dedans. » Et je prononçai calmement. « C'est Pierre. Tu sais que je ne parle pas en l'air. » On s'est agité derrière les serrures. Les verrous ont cliqué. La porte s'est entr'ouverte sur la chaînette. J'ai vu son visage pâle et tremblant. Sans dire un mot, j'ai donné un coup d'épaule dans la porte. La chaînette s'est arrachée du chambranle, avec les vis dans un craquement. Mercier a été projeté dans le couloir, renversant le porte-manteau avec les manteaux. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Mercier rampait à reculons sur le parquet, tentant de se protéger avec ses mains. Il portait une robe de chambre en soie, ridicule et pitoyable. « Pierre, ne fais pas ça, on m'a forcé !» a-t-il couiné. Je l'ai attrapé par le col de sa robe, je l'ai soulevé et plaqué contre le mur. L'odeur de cognac cher et de peur m'a frappé les narines. « Qui t'a forcé ?» Et je demandai doucement, approchant mon poing ensanglanté de son visage. « Quand avez-vous formalisé la transaction ?»« Hier après-midi, elle est venue elle-même, avec Alexandre. Ils ont apporté les documents prêts. Je n'ai fait que certifier. Pierre, ils ont une protection. Des gens sérieux de Paris. Je l'ai frappé sous le diaphragme, soigneusement, pour ne pas le tuer, mais pour qu'il ressente toute la profondeur de sa déchéance. Il s'est plié en deux, avalant l'air par la bouche. Je l'ai traîné dans la cuisine, je l'ai assis sur une chaise. Sur la table se trouvait une bouteille de Hennessy et du citron coupé. Je me suis versé un demi-verre, je l'ai vidé d'un trait. Bon cognac. Dommage qu'il soit bu par une ordure pareille. Écoute-moi attentivement, Vermine. Je me suis penché vers son oreille. Tu vas maintenant rédiger un papier, une déclaration au procureur indiquant que tu as agi sous la pression et les menaces d'Alexandre, que la signature d'Émilie a été obtenue frauduleusement, et que tu es prêt à témoigner. Ils me tueront, a couiné Mercier, et moi je te tue tout de suite si tu ne commences pas à écrire. J'ai posé le pied de biche sur la table. Le choc lourd du métal contre le bois a résonné de façon plus convaincante que tout argument. Il écrivait, étalant larmes et morve sur le papier. Je me tenais au-dessus de lui et regardais leur château de cartes s'effondrer. Mais j'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de savoir où se trouvait le point faible d'Alexandre. Pourquoi avait-il besoin du bois cette nuit ? Et je demandais. Il a des centres commerciaux, des locations. Pourquoi voler des planches comme un petit escroc ? Mercier a levé vers moi des yeux pleins de terreur. Il n'a plus de centre, Pierre.
Tout est hypothéqué, réhypothéqué 3 fois. Il est en faillite depuis 6 mois. Et le bois, il en avait besoin pour montrer au moins un mouvement de marchandises, pour obtenir encore un microcrédit auprès des voyous. J'ai souri. Donc Émilie n'était pas partie avec un oligarque, elle était partie avec un pauvre type qui vivait à crédit. Mais ce que Mercier a dit ensuite m'a figé sur place. « Pierre, il y a encore autre chose », a-t-il chuchoté, jetant des regards craintifs vers le pied de biche. Dans les documents qu'Émilie a signés, il n'y a pas seulement la vente du bois. Il y a une procuration générale pour gérer tous ses actifs et un contrat de caution pour la dette personnelle d'Alexandre envers un certain Marat. Qui est ce Marat ? ai-je demandé, sentant un frisson glacé me parcourir l'échine. Ce n'est pas un homme, Pierre. C'est un indicatif, l'agence de recouvrement Monolithe. Ce sont d'anciens agents des forces de l'ordre, complètement givres. La date limite de remboursement est demain midi. J'ai lentement plié la feuille avec la confession de Mercier dans la poche. Le tableau s'éclaircissait. Alexandre n'utilisait pas simplement Émilie. Il l'avait mise en avant comme un bouclier. Demain, quand il ne rendra pas l'argent, Monolithe ne viendra pas chez lui. Ils viendront chez la garante, chez la directrice de la société Écran, chez ma femme. Je suis sorti de chez le notaire, le laissant sangloter sur sa bouteille de cognac. La pluie avait presque cessé. Je me suis assis dans la voiture et j'ai regardé l'heure. 4 heures du matin. J'avais du temps jusqu'à midi. J'aurais pu partir, récupérer l'argent de mes caches secrètes et disparaître, regardant de loin ma femme infidèle se faire broyer par les meules des règlements de comptes mafieux. Ce serait juste, ce serait cruel. Mais j'ai tourné la clé de contact et fait demi-tour vers la ville. Je n'allais pas la sauver. Non. J'allais faire en sorte qu'Alexandre paie ses dettes personnellement, et le prix qu'il paierait ne se mesurerait pas en euros. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 15 ans, depuis que j'avais quitté le service. Le numéro d'un homme qui réglait les problèmes quand la loi était impuissante et qui me devait la vie. La voix dans le combiné n'a pas posé de questions inutiles, n'a pas demandé comment j'allais, ne s'est pas étonnée d'un appel à 4 heures du matin. Elle a simplement demandé d'une voix rauque « Qui et où devons nous enterrer, commandant ?» C'était Bertrand, mon ancien camarade de service, un homme pour qui les années 90 ne s'étaient pas terminées, mais avaient simplement changé d'enseigne, pour devenir une entreprise de sécurité privée, dont les combattants résolvaient les problèmes là où la police détournait pudiquement les yeux. J'ai fixé rendez-vous dans une grillade en bordure de route à la sortie de la ville, un endroit qui sentait la viande trop grillée, le tabac bon marché et le désespoir, parfait pour ce que j'avais en tête. Je suis arrivé le premier, ma main sous le bandage brûlait comme le feu. Mais cette douleur était la seule chose qui me maintenait dans la réalité, m'empêchant de sombrer dans la folie en réalisant que ma vie, que j'avais construite brique par brique, avait été vendue en une soirée. La Peugeot ronronnait sourdement au ralenti pendant que je regardais un Patrol noir aux vitres complètement teintées se garer sur le parking. Il est sorti de la voiture, immense, crâne rasé, dans une veste de cuir qui craquait sur ses épaules. Nous ne nous étions pas vus depuis 10 ans, mais il était resté le même. Regard lourd, nez cassé en 3 endroits et une aura de menace calme et absolue. Nous nous sommes assis à une table en plastique poisseuse dans un coin. La serveuse, après avoir jeté un seul coup d'œil à Bertrand, a disparu dans l'arrière-salle et n'est plus réapparue. « Raconte, Pierre », a-t-il dit en posant sur la table ses lourds poings écorchés par les dents de quelqu'un très récemment. J'ai raconté. Sèchement, sans émotion, seulement les faits sur le crédit, sur le piège, sur Monolithe, et sur le fait que ma femme était maintenant le bouclier principal d'un escroc lâche. Bertrand écoutait en silence. Seules les mâchoires jouaient sur ses pommettes. Quand j'ai terminé, il a poussé un lourd soupir. « Marat de Monolithe, c'est une bête », a-t-il constaté. « Ce n'est pas un collecteur, c'est un boucher. Il se fiche que ce soit une femme, un vieillard ou un enfant. S'il y a une signature, il arrachera l'âme. Ton Alexandre est un homme mort, c'est une question de temps. Mais si tu veux l'atteindre avant Marat, il faut se dépêcher. » Mes hommes ont tracé son téléphone pendant que je roulais jusqu'ici. Il a sorti son smartphone et m'a montré un point sur la carte. Lotissement de luxe, les Pins en dehors de la ville. La location là-bas coûte ce qu'un travailleur ordinaire gagne en 6 mois. « Il est là », a dit Bertrand. « Le signal est fixe. Apparemment, ils fêtent leur victoire.
où ils se cachent. J'irai seul, et je dis en me levant. J'ai besoin de les regarder dans les yeux. Marat arrivera là-bas à midi. Il a ses propres sources, m'a prévenu Bertrand. Si tu ne pars pas avant son arrivée, tu seras broyé avec eux. J'aurai le temps, et je lançai en sortant sous la pluie fine. J'ai mis une demi-heure pour rejoindre le lotissement. L'adrénaline consumait les restes de fatigue. La sécurité à l'entrée, deux minables somnolents en uniforme mal ajusté, n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. J'ai simplement défoncé la barrière, arrachant la barre en plastique avec le pare-choc. La Peugeot a rebondi sur le dos d'âne. La suspension a répondu par un choc sourd, mais je n'ai pas ralenti. Je connaissais le numéro de la maison, la plus éloignée près de la rivière, cachée par une haute clôture. L'endroit parfait pour les rats. J'ai jeté la voiture en travers du portail, bloquant la sortie. La clôture était haute, en tôle ondulée, mais le portillon n'était pas verrouillé. Ils étaient trop confiants dans leur impunité. La cour m'a accueilli avec le silence et l'odeur de pain mouillé. L'immense maison à 2 étages en rondin me regardait avec ses fenêtres sombres. Mais dans le salon, au premier étage, la lumière était allumée. Je me suis approché de la baie vitrée, essayant de ne pas faire de bruit sur le gravier. Les rideaux n'étaient pas tirés. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait serrer le pied de biche si fort que mes articulations ont blanchi. À la table, couverte de bouteilles de champagne chères et d'assiettes de mets délicats à moitié mangés, était assise Émilie, souriant d'un air ivre et racontant quelque chose. Et derrière son dos, Alexandre fourrait précipitamment des liasses de billets, mon argent, tiré de la vente du bois, dans les poches intérieures d'un sac de voyage, et le regard dont il transperçait la nuque de ma femme était rempli d'une haine et d'un mépris si féroce que j'en ai eu froid. Il ne comptait pas partager sa vie avec elle. Il ne comptait même pas l'emmener avec lui. Il prévoyait de s'enfuir tout de suite, la laissant seule gérer tout le merdier qu'il avait créé, la laissant en pâture à Monolithe comme manœuvre de diversion. Et elle, l'idiote, était assise à boire, rêvant d'une belle vie, ne remarquant pas que le nœud coulant autour de son cou se resserrait. Je n'ai pas cherché la porte. J'ai pris mon élan et j'ai frappé de toutes mes forces avec le pied de biche au centre de l'immense double vitrage. Le fracas du verre qui s'effondrait a déchiré le silence matinal comme un coup de feu. Émilie a poussé un cri aigu en bondissant du canapé. Alexandre a sursauté, lâchant le sac, et l'argent s'est répandu sur le sol en billets rouges de 50 €. J'ai fait un pas à l'intérieur, le verre craquant sous mes bottes. L'air froid et humide s'est engouffré dans le salon surchauffé, se mélangeant à l'odeur d'alcool. « Pierre !» a crié Émilie en pressant ses mains contre sa poitrine. Elle portait une robe de chambre en soie, échevelée, le mascara coulé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou ! Sors d'ici !» Je ne la regardais pas. Je regardais Alexandre. Il a reculé, se cognant contre les chaises. Son visage lisse était devenu gris. Ses lèvres tremblaient. « Monsieur Pierre, parlons-en. A-t-il bêlé en tendant les mains devant lui ? On va tout régler. L'argent est là. Le voilà. Prenez-le. » L'argent est déjà à moi, et je articulai en m'approchant de lui. « Et toi, voleur ?» Il a tenté de se précipiter vers la porte arrière, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai intercepté à mi-chemin, je l'ai attrapé par le col de sa veste et je l'ai jeté avec force sur la table basse. Le plateau de verre a explosé en éclats. Alexandre a hurlé, se roulant dans les éclats de verre. Je lui ai donné un coup de pied dans les côtes. Pas pour le tuer, mais pour qu'il comprenne sa place. Ça a craqué. Il s'est recroquevillé en gémissant et en se couvrant la tête avec les bras. « Pierre, ne fais pas ça !» Émilie s'est précipitée vers moi, tentant de saisir le bras dans lequel je tenais le pied de biche. « Tu vas le tuer ! J'appelle la police ! Tu es une bête !» Je me suis retourné brusquement et je l'ai repoussée. Elle est tombée sur le tapis moelleux, mais s'est relevée aussitôt. Son visage s'est tordu de rage. « Tu es jaloux ? Tu es simplement jaloux de nous. Alexandre est un homme qui réussit. Et toi ?» J'ai éclaté de rire. C'était un rire terrible, aboyant. J'ai sorti de ma poche la feuille froissée de la confession du notaire et je la lui ai jetée au visage. « Qui réussit ? Lis, idiote, lis à qui tu as vendu ta vie. » Elle a saisi le papier de main tremblante, l'a parcouru des yeux. Son visage s'est allongé, la couleur a disparu, laissant des taches d'une pâleur anormale. Elle a tourné son regard vers Alexandre qui gémissait au sol, tentant de ramasser l'argent éparpillé. « Garante !» a-t-elle chuchoté. « Alexandre, qu'est-ce que c'est ? Dette envers Monolithe ? 50 millions. » Alexandre a cessé de gémir,
et l'a fusillé du regard d'en bas. « Ferme-la » a-t-il aboyé, et dans sa voix, il n'y avait plus cette onctuosité. « Si tu n'avais pas été une poule si avide et stupide, on serait déjà à l'aéroport. »« Tu m'as utilisé ?» Sa voix s'est brisée en un cri aigu. « Tu pensais que j'allais t'épouser ?» Il a craché du sang sur le tapis. « Vieux sac, je n'avais besoin que de ta signature. » Émilie s'est figée. Tout son monde qu'elle avait construit dans sa tête s'est effondré en une seconde, l'ensevelissant sous les décombres de sa propre stupidité. Elle m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu une supplication. « Pierre, mon Pierre, il m'a trompé. Je ne savais pas. Aide-moi, on est une famille. » Je me suis approché d'elle tout près. Elle sentait la peur et la trahison bon marché. « Il n'y a plus de famille, Émilie. Tu l'as vendue hier midi avec mon bois. » Je me suis penché et j'ai ramassé le sac avec l'argent au sol. C'était tout ce qui restait de mon entreprise. J'ai fermé la fermeture éclair. Cet argent, je le prends. C'est une compensation pour préjudice moral. Et vous, débrouillez-vous. Tu ne peux pas nous abandonner, a-t-elle crié en m'attrapant par la manche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Payer, et je lançai avec indifférence en secouant sa main. Il faut toujours payer ses dettes. Je me suis dirigé vers la sortie, enjambant Alexandre. Il a tenté de m'attraper la jambe, mais j'ai marché sur ses doigts avec ma lourde botte, le faisant hurler. Je suis sorti sur le perron. La pluie avait cessé. Le ciel s'éclaircissait, mais l'air était froid et piquant. Je me suis approché de ma voiture. J'ai jeté le sac avec l'argent sur le siège passager. Et là, j'ai entendu un son qui m'a fait m'arrêter. Le grondement de moteurs puissants. Une colonne approchait du portail du lotissement. 3 Mercedes noires. Elles roulaient vite, agressivement, occupant toute la largeur de la route. Ce n'étaient pas des invités. C'étaient les maîtres de la vie qui venaient chercher leur dû. Je suis monté dans la voiture, mais je n'ai pas démarré tout de suite. J'observais dans le rétroviseur. Les jeeps se sont arrêtés devant le portail que j'avais bloqué avec ma voiture. Un homme est sorti de la voiture de tête. Petit, trapu, avec un visage ressemblant à une pomme de terre cuite, traversé d'une cicatrice. Marat, légende du banditisme parisien, qui s'était installé en province. Il s'est approché de ma voiture, a frappé à la vitre du bout du doigt, sur lequel brillait une chevalière massive. J'ai baissé la vitre. « Tu es qui ?» a-t-il demandé doucement, mais d'une façon qui aurait fait plier les jambes d'un homme normal. « Je suis Pierre, le mari de la femme qui est là-dedans, et je répondis calmement. Et je m'en vais. Le débiteur et la garante vous attendent. La porte est ouverte, la vitre est cassée. Vous pouvez entrer sans frapper. » Marat m'a regardé attentivement. Ses yeux étaient comme 2 canons de pistolet. Il a vu le sang sur ma main. Il a vu le pied de biche sur le siège d'à côté. Puis il a lentement, avec compréhension, hoché la tête et a souri à peine du coin des lèvres. Compris. Pas de réclamation. Passe. Il a fait signe à ses hommes. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé, libérant le passage. Les voitures noires se sont engouffrées dans la cour comme des prédateurs, encerclant la maison. J'ai vu en sortir des gars costauds en noir, sans masque, armés de matraques et de pire encore. Ils se sont dirigés vers la fenêtre brisée. J'ai passé la première et j'ai roulé lentement vers la sortie du lotissement. Mais même à travers le bruit du moteur et les fenêtres fermées, j'ai entendu le premier cri de ma femme, empli de terreur animale, venant de la maison, quand elle a compris que cette fois je ne reviendrai pas pour la sauver. Ce cri déchirant et suffocant qui a couvert le bruit du moteur de ma voiture n'a provoqué en moi aucune once de pitié, mais seulement une satisfaction froide et sombre, comme si je venais enfin de crever l'abcès qui me tourmentait depuis des années. Je n'ai pas regardé dans les rétroviseurs où se dissolvaient dans la brume matinale les contours de la maison prise d'assaut par les bandits. J'ai simplement écrasé l'accélérateur et posé ma main sur le sac de sport bourré de liasses de billets de 50 €, mon argent, qui sentait maintenant le sang d'Alexandre et la peur d'Émilie. Je savais que ce n'était pas la fin, mais seulement le début de leur enfer personnel. Mais je devais faire encore un coup pour refermer le couvercle de leur cercueil, coupant toute voie de salut. Je ne roulais pas vers la ville, mais retournais vers la zone industrielle, vers mon atelier, parce que l'instinct, ce même flair animal qui m'avait sauvé plus d'une fois dans les années 90 me soufflait « Un rat acculé tentera forcément de détruire les preuves. » Alexandre était un lâche, mais un lâche rusé, et il avait sûrement prévu un plan B au cas où la vente du bois tournerait mal. La route était vide.
Les roues de la Peugeot avalaient goulûment l'asphalte mouillé. Et une seule pensée tournait dans ma tête, arriver à temps. Je savais qu'Alexandre avait un chien fidèle, le chef de son service de sécurité, un ancien flic viré pour corruption qui effectuait le sale boulot. Si Alexandre gisait maintenant dans une flaque de son propre sang sous les pieds des hommes de Marat, alors ce chien avait sûrement reçu l'ordre de nettoyer avant l'arrivée des collecteurs. Quand j'ai tourné vers mon atelier, mes pires craintes se sont confirmées. Près du portail arrière, là où il n'y avait pas de caméra, était garé un vieux fourgon rouillé et une ombre s'agitait à côté. J'ai coupé le moteur avant d'arriver et j'ai laissé la voiture rouler sur sa lancée, utilisant le bruit du vent comme couverture. En me glissant hors de l'habitacle, j'ai serré dans ma main valide le fidèle pied de biche. Maintenant, il était plus fiable que n'importe quel pistolet. L'air ici était lourd, humide, mais à travers l'odeur de bois mouillé et de mazout perçait une autre odeur, âcre et terrible. L'odeur d'essence. Je me suis approché furtivement le long de la clôture en béton, près de la porte entr'ouverte de l'entrepôt, où étaient stockés les restes de produits finis et toute la comptabilité des 10 dernières années, se tenait ce même chef de la sécurité, chauve, avec un cou de taureau dans une veste de camouflage. Il arrosait méthodiquement avec un jerrycan les piles de planches et les murs de l'annexe du bureau. Dans l'autre main, il tenait un briquet Zippo, faisant tourner la molette et regardant les étincelles d'un air fasciné. Il allait tout brûler. Pas simplement voler, mais rayer de la surface de la terre l'œuvre de toute ma vie, pour toucher l'assurance qui, comme je le devinais, était elle aussi souscrite au nom de la société Écran d'Émilie. Je n'ai pas crié ni prévenu. J'ai simplement surgi de l'ombre et je l'ai frappé avec le pied de biche sur la main tenant le briquet. Le métal a heurté l'os. Le briquet a volé dans la flaque d'essence, mais heureusement ne s'est pas enflammé. Le taureau a rugi, agrippant son poignet brisé, et s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement une rage stupide. Il était plus costaud que moi, plus jeune d'une quinzaine d'années, et même avec une main, il représentait une menace mortelle. « Toi » a-t-il grogné en sortant un couteau de sa ceinture. « Crève, vieux !» Il s'est jeté sur moi, maladroitement mais puissamment, tentant d'atteindre ma gorge avec la lame. Je me suis écarté, laissant passer son inertie, et je lui ai donné un coup de pied sous le genou. Il a vacillé, mais est resté debout. Je savais que dans un combat loyal, je ne pourrais pas le battre. L'âge et la fatigue prenaient le dessus, et ma main sous le bandage recommençait à saigner. Il fallait agir salement. Quand il a encore levé son couteau, je lui ai jeté au visage une poignée de sueur mélangée à de la boue du sol. Il a été aveuglé une seconde, a commencé à se frotter les yeux, et cet instant m'a suffi. Je l'ai frappé avec le pied de biche à la tempe. Un son sourd et humide. Il s'est effondré comme fauché, lâchant son couteau. J'ai posé ma botte sur sa gorge, l'enfonçant dans le sol en béton imprégné d'essence. Qui a ordonné de brûler? Et je rugis en me penchant sur lui. Parle, ou je craque le briquet ici même. Il râlait, son visage viré au bleu, mais il restait silencieux. J'ai augmenté la pression, sentant les cartilages craquer sous ma semelle. Et alors il a cédé. Il a agité sa main valide vers le fourgon. Là, dans la boîte à gants, un téléphone, des SMS. Je n'ai pas retiré mon pied de sa gorge avant d'être sûr qu'il avait presque perdu connaissance. Puis je l'ai rapidement fouillé. J'ai pris les clés de la voiture et le téléphone. J'ai ouvert le message et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Parce que l'ordre de brûler l'atelier ne venait pas du numéro d'Alexandre, mais du numéro personnel d'Émilie. Et à la fin du message, il y avait une note. « Brûle tout là-bas, surtout le bureau de Pierre. Je déteste cet endroit. Il pue sa sueur. » Elle ne m'avait pas simplement trahi. Elle me haïssait toutes ces années. Haïssait mon travail, qui finançait sa vie luxueuse. Haïssait l'odeur de bois que je rapportais à la maison. Elle ne voulait pas seulement de l'argent. Elle voulait détruire le souvenir même de moi, brûler ma présence de sa vie par le feu. Cette phrase sur la puanteur de la sueur a fait plus mal que si elle m'avait planté un couteau dans le dos. Toute ma vie, tous mes efforts pour la famille, pour elle, ce n'était qu'une puanteur. À cet instant, la dernière minuscule graine de doute est morte en moi. J'ai compris que je ne m'arrêterais pas avant de les voir tout au fond. J'ai appelé la police et Bertrand. Bertrand est arrivé le premier. Ses gars ont rapidement emballé l'incendiaire raté qui commençait à reprendre ses esprits et à gémir. Quand les flics sont arrivés,
des inspecteurs que je connaissais et avec qui j'avais souvent croisé le fer pour le travail, le tableau était clair. Tentative d'incendie, dégradation de biens, tentative de meurtre. Le mien, puisque j'étais à l'intérieur. La déclaration du notaire que j'avais prudemment conservée et le téléphone avec la correspondance sont devenus des preuves béton. J'ai tout organisé de sorte qu'Émilie était désormais considérée non pas comme simple témoin, mais comme commanditaire d'un crime particulièrement grave. Le jour se levait quand j'ai terminé avec les formalités. La pluie avait cessé et au-dessus de la zone industrielle se levait un soleil pâle et froid. Je me tenais près de ma Peugeot, je fumais et regardais l'atelier sauvé. J'étais épuisé, sale, ma main pulsait d'une douleur sauvage. Mais je ressentais une étrange légèreté. J'étais libre. Libre du mensonge dans lequel j'avais vécu 20 ans. Le téléphone a vibré dans ma poche, numéro inconnu. J'ai appuyé sur répondre en activant le haut-parleur. Monsieur Pierre. La voix était calme, polie, avec un léger enrouement. C'était Mara. J'écoute et je répondis en regardant la fumée de ma cigarette. Nous avons réglé les questions préliminaires avec vos proches. Dans le mot « proche » résonnait une franche moquerie. Alexandre s'est avéré être une coquille vide, comme vous l'aviez dit. Rien à en tirer, à part les organes, mais ils sont imbibés d'alcool. Par contre, votre épouse, c'est une femme très active. Je me suis tu. Elle a signé des reconnaissances de dettes, a continué Mara. Maintenant, ils remboursent tous les deux. La somme est importante. Les intérêts courent à chaque heure. Nous leur avons trouvé une utilité. Alexandre est parti sur un chantier comme manœuvre dans une excavation. Là-bas, il y a un gros turnover. On a besoin de gens. Et Émilie a demandé à vous appeler. Elle a dit que vous payeriez. J'ai tiré sur ma cigarette jusqu'au filtre et j'ai jeté le mégot dans une flaque. Il a sifflé et s'est éteint. Je ne connais personne du nom d'Émilie et je dis fermement. Ma femme est morte cette nuit et je ne paie pas pour des femmes étrangères. Faites d'eux ce que vous jugez nécessaire dans le cadre de votre code du travail. Un silence a plané dans le combiné. Puis j'ai entendu un bref ricanement de Mara. Je respecte. Dur. Alors je vais vous envoyer une petite vidéo pour les archives familiales, pour ainsi dire, pour que vous sachiez que la justice en France existe quand même. L'appel s'est interrompu. 1 minute plus tard, un message est arrivé. J'ai ouvert le fichier. La vidéo était courte. La caméra tremblait, filmant un sous-sol ressemblant à la cuisine d'un boubouis ou d'un repère miteux. Dans un coin, à genoux, se tenait une femme en robe de soie sale et déchirée, celle-là même qu'elle portait ce matin. Elle frottait le carrelage gras et sale avec un chiffon, et une main brutale lui enfonçait périodiquement le visage dans un seau d'eau trouble. Elle a levé la tête vers la caméra. Le mascara était étalé sur tout son visage, la transformant en clown terrifiant. Sa lèvre était fendue, et dans ses yeux se déversaient une terreur et un désespoir animaux que je n'avais pas vus même chez des soldats avant la mort. « Pierre !» a-t-elle crié à la caméra, étouffant de larmes. « Pierre, sauve-moi ! Il me force à... Pierre, je te pardonnerai tout. Reprends-moi. » Une voix hors champ a aboyé brutalement. « Travaille, la dette ne se remboursera pas toute seule. » Et une lourde botte a donné un coup dans le seau, l'aspergeant d'eau sale de la tête aux pieds. La vidéo s'est coupée. Je regardais l'écran noir du téléphone. Ni pitié, ni joie mauvaise, seulement le vide. J'ai supprimé la vidéo, puis je suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé son numéro dans mes contacts favoris et j'ai appuyé sur bloquer. Ensuite, j'ai retiré la carte SIM. Je l'ai cassée en deux et je l'ai jetée dans la boue, la même où gisait mon mégot. Je suis monté dans la voiture. Le sac avec l'argent réchauffait agréablement mon flanc. Je savais que ce n'était que le début de leur chute. Monolithe les presserait jusqu'à la dernière goutte, les transformerait en esclaves, et cet enfer durerait des mois, des années. Mais je devais penser à moi, à comment vivre avec ce vide à l'intérieur. J'ai démarré le moteur. J'avais un plan. J'allais disparaître un moment, soigner mes blessures, et construire une nouvelle forteresse dans laquelle je ne laisserai plus jamais entrer de traîtres. Mais j'ignorais une chose, celle qui déclencherait une réaction en chaîne 1 an plus tard. En quittant l'atelier, j'ai remarqué dans le rétroviseur une berline noire sans plaque qui se mettait lentement en route derrière moi. Et j'ai compris que Mara avait décidé de ne pas laisser en vie un témoin avec 50 millions entre les mains. Malgré nos arrangements,
je regardais dans le rétroviseur où, dans la brume de poussière, une berline noire sans plaque glissait comme un requin prédateur. Et je comprenais qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Marat avait simplement décidé d'économiser 50 millions en éliminant l'unique témoin qui pourrait lui créer des problèmes à l'avenir. La logique bandit est simple comme une hache. Pourquoi payer des dettes quand on peut enterrer le créancier dans un bois avec ses principes ? J'ai écrasé la pédale d'accélérateur, sentant ma Peugeot se tendre de tout son corps de fer. Mais je ne comptais pas fuir. Je comptais les attirer là où mes compétences d'ingénieur et ma connaissance du terrain deviendraient une arme mortelle contre leurs forces brutes. J'ai brusquement tourné le volant à droite, quittant la route pour un chemin de terre défoncé menant à une vieille usine de construction en béton abandonnée depuis les années 90. La suspension a répondu par un cliquetis plaintif quand les roues ont rencontré les profondes ornières pleines d'eau sale. Mais je n'ai pas ralenti. La berline noire, une Allemande puissante et lourde, conçue pour les autoroutes et non pour les chemins français défoncés, a plongé maladroitement du nez, faisant jaillir des étincelles avec sa protection de Carter, mais a continué la poursuite. Ils étaient confiants. 2, peut-être 3 combattants, armés et furieux. Ils pensaient traquer du gibier. Ils ne savaient pas que je les menais à l'abattoir. Je suis entré sur le territoire de l'usine en passant par un trou dans la clôture que je connaissais depuis l'époque où, gamin, nous venions chercher des métaux. C'était un labyrinthe de hangars semi-détruits, d'armatures saillantes et de fosses en béton profondes remplies d'eau. Je connaissais chaque tournant. J'ai éteint les phares, m'orientant de mémoire et aux silhouettes grises des ruines. Derrière, le moteur rugissant et aveuglant avec leur plein phare, fonçaient les tueurs. Ils avaient peur de me perdre de vue, alors ils ont commis l'erreur capitale. Ils ont accéléré là où il fallait ramper. J'ai dirigé la voiture dans un passage étroit entre 2 hangars qui se terminaient en cul-de-sac, une vieille rampe de déchargement. Mais avant la rampe se trouvait une tranchée profonde pour câbles, invisible dans la pénombre, dont les dalles de couverture avaient été retirées depuis longtemps. J'ai survolé la tranchée sur d'étroites passerelles en béton, manquant de peu de basculer dans le gouffre. La voiture a dérapé, mais s'est maintenue. Par contre, les poursuivants, qui fonçaient derrière dans le nuage de ma poussière, n'ont pas vu la tranchée. Le fracas de l'impact a été terrible. La lourde berline s'est engouffrée avec ses roues avant dans le trou à pleine vitesse. Un craquement de métal brisé a retenti, un tintement de verre et le choc sourd des airbags. L'arrière de la voiture a bondi et s'est écrasé avec fracas. Le silence qui a suivi semblait assourdissant. J'ai arrêté la Peugeot à une 20aine de mètres, sans couper le moteur. J'ai pris le pied de biche sur le siège passager. Mon fidèle instrument de justice, déjà ensanglanté aujourd'hui. Ma main me faisait un mal de chien. Le bandage était imbibé de sérosité, mais l'adrénaline agissait mieux qu'un analgésique. Je suis sorti dans l'air humide, empli de l'odeur d'antigel et d'essence répandue. De la berline défoncée, en jurant et râlant, sortait le passager. Le conducteur ne bougeait pas. Sa tête pendait de façon anormale sur le côté. Le passager, un gros costaud en veste de cuir, s'est affalé dans la boue en secouant la tête. Dans sa main, j'ai vu un pistolet avec silencieux. Ce n'étaient pas des collecteurs, c'étaient des nettoyeurs. Je n'ai pas attendu qu'il reprenne ses esprits. Je me suis précipité vers lui en glissant dans la boue. Il a entendu le piétinement de mes bottes, a tenté de lever le canon, mais ses mouvements étaient ralentis par la commotion. J'ai frappé avec le pied de biche sur la main tenant l'arme. Le coup est parti dans le sol, soulevant un jet de boue. Le pistolet a volé sur le côté. J'ai porté un second coup de toutes mes forces, visant l'épaule pour mettre le bras hors d'usage à coup sûr. Il a hurlé, tentant de ramper, agitant les jambes. « Où est l'argent, ordure ?» a-t-il crié en me regardant avec des yeux fous où la peur se mêlait à la fureur. « Marat te trouvera de toute façon. Tu es fini. » J'ai posé mon pied sur sa poitrine, l'écrasant contre la terre froide et grasse. Marat est occupé en ce moment, et je dis d'une voix rauque en me penchant vers son visage. Il compte ses profits, et vous n'êtes que du matériel jetable. J'ai fouillé ses poches, téléphone, clés et une feuille de papier pliée en 4. Je l'ai dépliée. C'était une impression de caméra de surveillance de banque, mon visage, le numéro de ma plaque et une courte instruction manuscrite. Client à éliminer, argent à la caisse, voiture à brûler, ne pas toucher à la femme. Elle doit encore rembourser les intérêts avec son corps tant qu'elle garde sa valeur marchande. Ces mots, tant qu'elle garde sa valeur marchande, m'ont lacéré les nerfs plus qu'un couteau. Marat ne comptait pas attendre qu'elle nettoie les sols.
Il prévoyait de la faire tourner, de lui extraire toute la substance dans ses bouges, de transformer l'ancienne mondaine en morceaux de viande, puis, quand elle serait complètement brisée, de la jeter à la poubelle. C'était une exécution étalée dans le temps, plus terrible qu'une balle dans la tête. Et bien que je la haïsse pour sa trahison, un tel cynisme cruel m'a fait frissonner. J'ai frappé le bandit au manche du pied de biche à la tempe, l'assommant. Je n'ai pas tué. Qu'il raconte à son patron que le chasseur est devenu gibier. Je me suis approché du coffre de leur voiture. Il était ouvert sous l'impact. À l'intérieur se trouvait le kit du jeune fossoyeur. Pelle, sac de chaux vive et rouleau de polyéthylène épais. Il venait m'enterrer. Je suis retourné à ma voiture. Je devais disparaître. Dans 1 heure ou 2, Marat comprendrait que ces hommes avaient échoué, et alors il soulèverait toute la ville. Il avait des oreilles et des yeux partout. Ma maison, mon atelier, mes comptes, tout sous surveillance. Mais j'avais 50 millions en liquide et un vieil ami qui sait rendre les gens invisibles. J'ai encore appelé Bertrand. « Pierre, tu es encore en ville ?» Sa voix était tendue. « Pars immédiatement. L'info circule dans les canaux. Une prime de 5 millions est mise sur ta tête. Toute la racaille va te chercher. » J'ai compris et je répondis en quittant le terrain de l'usine par les arrière-cours. J'ai besoin d'une voiture propre et d'un corridor pour sortir. Et aussi je veux savoir où elle est. « Pourquoi tu veux ça, Pierre ?» a soupiré lourdement Bertrand. « Oublie, on ne peut plus l'aider. Je dois voir, et je dis fermement, pour savoir ce que je laisse derrière moi. » 40 minutes plus tard, après avoir changé de voiture dans un garage coopératif pour une Niva grise discrète avec des plaques de transit, je me suis garé devant un motel routier sur l'autoroute qui appartenait aux gens de Marat. C'était un endroit crasseux pour routiers. Nourriture bon marché, vodka frelaté et femmes disponibles. Bertrand m'avait dit qu'Émilie avait été amenée ici 1 heure plus tôt. J'ai enfoncé une casquette sur mes yeux et relevé le col de ma veste. Je suis entré dans le café du motel. L'odeur d'huile brûlée et de sueur m'a frappé les narines. Des chauffeurs Mossad étaient assis aux tables. Je me suis installé dans un coin. J'ai commandé un café. Et là, je l'ai vu. La porte de la cuisine s'est ouverte et une femme est entrée dans la salle avec un seau et une serpillière. Je ne l'ai reconnue qu'à ses yeux. Tout le reste était étranger. Ses cheveux luxueux étaient attachés en un chignon sale. La robe chère avait été remplacée par une blouse grise de femme de ménage, au pied des chaussons usés. Mais le plus terrible était le visage. Sur sa joue se formait un énorme bleu. La lèvre était fendue, elle boitait. Le gérant s'est approché d'elle, un gros type du Caucase avec une chaîne en or au cou. Il lui a aboyé quelque chose en désignant une flaque de bière renversée près d'une table avec une bande de pochards. Émilie a tressailli, s'est recroquevillée comme si elle attendait un coup, et s'est empressée vers la table. Un des routiers, l'ayant remarqué, a pouffé et lui a donné une claque sur les fesses. « Oh là, quelle beauté! Dis donc, ma belle, tu laisses tomber ton balai et tu viens dans notre cabine, je te file 100 balles. » Émilie s'est figée. J'ai vu ses épaules trembler. Autrefois, elle aurait foudroyé ce rustre du regard. Maintenant, elle a baissé les yeux en silence et a commencé à frotter le sol, en avalant les larmes qui tombaient dans l'eau savonneuse, sale. « Travaille, salope !» a lancé paresseusement le gérant. « Les clients attendent. Ton Alexandre n'a pas rempli sa norme à la briqueterie, alors il faut que tu travailles pour 2. » J'ai serré le gobelet de café si fort qu'il s'est fissuré, me brûlant les doigts. Je voulais me lever, détruire ce repère de vipères, briser le cou au gros salopard. Mais je restais immobile parce que je comprenais que si j'intervenais maintenant, je signerais l'arrêt de mort pour elle, comme pour moi. Marat n'attendait que ça. Le sauvetage était impossible maintenant. Elle avait elle-même choisi cette voie en signant ses papiers. C'était son prix pour la cupidité. Cruel, disproportionné, mais inévitable. J'ai posé un billet sur la table, je me suis levé et je me suis dirigé vers la sortie. En passant à côté d'elle, je me suis arrêté 1 seconde. Elle a senti mon regard, a levé la tête. Nos yeux se sont croisés. Dans son regard est passé un éclair de reconnaissance, puis un espoir fou et insensé qui s'est immédiatement transformé en honte mortelle et en terreur. Elle a ouvert la bouche sans bruit, murmurant mon nom. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement regardé du regard froid et mort d'un homme qu'elle avait tué hier soir. Puis je me suis détourné et j'ai poussé la porte d'entrée, sortant dans la nuit froide d'automne. Derrière moi a retenti le bruit d'un seau qui tombait et son cri déchirant, empli de désespoir.
« Pierre, ne pars pas! Pierre !» Mais j'étais déjà monté dans la balle et j'avais tourné la clé de contact. Ce cri me poursuivrait dans mes cauchemars, mais je ne reviendrai pas. Pas maintenant. J'avais de l'argent, j'avais un but et j'avais une haine qui était devenue mon carburant. Je partais vers le nord, là où on sait garder les secrets, pour panser mes blessures et préparer l'acte final de cette tragédie. J'ai disparu de ce monde pendant exactement 1 an, laissant tout le monde, Mara, Émilie et Alexandre, croire que je m'étais effondré, que je m'étais noyé dans l'alcool ou que j'étais mort dans un fossé. Mais ils ne savaient pas que je reviendrais, exactement à la même date, jour pour jour, pour leur présenter à tous la dernière et la plus terrible des factures. Exactement 1 an plus tard, jour pour jour, je suis revenu dans cette ville non pas comme un fantôme du passé, mais comme le maître de leur avenir. Et dans le coffre de mon nouveau pick-up noir comme la poix, il n'y avait pas une valise avec des affaires, mais un ensemble d'outils dont la simple vue aurait fait trembler les mains même d'un médecin légiste chevronné. Le Nord avait gelé mon âme, transformant la douleur en fureur glacée. Et ces 50 millions que j'avais pris alors s'étaient transformés en 1 an d'opérations risquées et dures dans le domaine de l'extraction d'or en une somme suffisante pour acheter non seulement la liberté, mais aussi la vie des autres. Je n'étais pas venu les sauver de l'enfer. J'étais venu pour diriger personnellement cet enfer, parce que les tortures aux mains de bandits étrangers me semblaient trop impersonnelles pour une telle trahison. Lyon m'a accueilli avec un ciel de plomb et un vent glacé. Je ne suis pas allé vers les ruines de mon ancienne maison ou vers l'atelier restauré. Mon chemin menait directement au bureau de Monolithe, dans cette tour de verre et de béton où siégeait Mara. J'étais habillé non pas en bleu de travail, mais d'un costume cher fait sur mesure, sous lequel se cachait cependant un holster avec un pistolet traumatique modifié en arme de guerre, une habitude restée des mines. La sécurité à l'entrée. 2 gorilles ont tenté de me barrer le chemin en voyant un visage inconnu. « Vous avez rendez-vous » a grommelé l'un en tendant la main vers sa matraque. Sans un mot, sans élan, je l'ai frappé à la rotule avec le bout de ma lourde botte à embout métallique. Le craquement a été sec et bref. Pendant qu'il s'écroulait au sol en hurlant de douleur, le second s'est élancé vers moi, mais s'est arrêté quand le canon de mon pistolet s'est enfoncé dans son entrejambe. Dis à Mara que Pierre est venu payer ses dettes, et je dis doucement. Et s'il ne me reçoit pas, dans 1 minute, je commence à déduire la dette de ta santé. 2 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau de Mara. Il avait vieilli. La cicatrice sur son visage s'était creusée, mais ses yeux étaient restés les mêmes, morts et perçants. Il m'a reconnu immédiatement, bien que j'ai changé. Les cicatrices des vents du Nord et la barbe grise me faisaient ressembler à un vieux loup. Sur la table devant lui, j'ai posé un sac de sport. J'ai ouvert la fermeture éclair. À l'intérieur, en liasse serrée, se trouvait l'argent, 70 millions d'euros. Voici le corps de la dette, les intérêts et une compensation pour le dérangement, et je dis en le regardant dans les yeux, je les rachète tous les 2. Mara a souri en faisant tourner un stylo en or dans ses mains. Tu es coriace, Pierre. Je pensais que mes loups t'avaient dévoré. Les loups se sont étouffés et je tranchais. J'ai besoin des papiers, contrat de cession, transfert de créances. À partir de maintenant, je suis leur seul créancier. Je suis leur propriétaire. Pourquoi tu veux ces déchets ? Mara s'est paresseusement penchée vers le sac, vérifiant les billets. Ils sont presque morts. Alexandre crache du sang à la briqueterie. Et ta petite femme ? Eh bien, disons qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves. La valeur marchande est définitivement perdue. Ce n'est pas ton affaire, et je coupais sèchement. Signe où je reprends l'argent et je le dépense pour te faire la guerre. Et maintenant, je peux me le permettre. Mara a évalué mon regard. Il a compris que devant lui ne se tenait pas l'ingénieur qu'on pouvait intimider, mais un homme qui n'avait plus rien à perdre. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone. 10 minutes plus tard, les juristes ont apporté les documents. Quand j'ai apposé ma large signature sous le contrat de cession de créances, j'ai senti couler dans mes veines non pas la joie brûlante de la victoire, mais le plomb froid et lourd du pouvoir absolu. Maintenant, selon la loi et selon les règles, les vies d'Émilie et d'Alexandre m'appartenaient entièrement, jusqu'au dernier souffle, et je pouvais faire d'eux ce que je voulais, sans craindre ni la police, ni les bandits. Où sont-ils ? Et je demandai en rangeant le dossier de documents dans ma poche intérieure. À l'ancienne base en dehors de la ville, dans la porcherie, a ricané Mara. On y garde les cas les plus désespérés, ceux qui ne travaillent que pour la nourriture.
Alexandre jette du fumier et Émilie, eh bien, tu verras par toi-même. Je me suis levé sans dire au revoir. À la sortie, je me suis retourné. Si quelqu'un de tes hommes s'approche d'eux ou de moi, le contrat est annulé, et alors je viendrai te chercher la nuit. Marat n'a pas souri. Il a hoché la tête gravement et respectueusement. J'ai conduit Mon vers le vieux complexe porcin. La voiture rugissait, dévorant les kilomètres de boue. C'était un endroit sinistre. Des hangars à moitié effondrés, l'odeur des immondices, des aboiements de chiens et des miradors avec des projecteurs sur le périmètre. La garde m'a laissé passer. L'appel de Marat était passé. Je suis entré sur le territoire où la boue était mélangée au fumier jusqu'aux genoux. Je suis sorti de la voiture. L'air ici était si épais de puanteur qu'on aurait pu le couper au couteau. Le gardien local s'est précipité vers moi, un type édenté en veste matelassée qui empestait l'alcool. Où sont-ils ? Et je demandais sans même le regarder. Dans l'enclos 3, il nettoie les canalisations. Je me suis dirigé vers le hangar indiqué. À l'intérieur, il faisait sombre et humide. Le long d'une longue rigole où coulait une boue brunâtre, rampaient des silhouettes en haille. J'ai allumé une puissante lampe torche, tranchant l'obscurité d'un rayon de lumière. « Alexandre !» et je rugis. La voix a résonné contre les murs de béton. L'une des silhouettes, debout jusqu'à la taille dans la boue, s'est lentement redressée. C'était une créature qui ressemblait vaguement à un être humain. Crâne chauve tendu de peau jaune, yeux enfoncés, mains tremblantes. Il plissait les yeux à cause de la lumière, se couvrant le visage d'une paume sale. Je me suis approché de lui, tout près. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Ce n'est que lorsque je l'ai attrapé par la peau du cou et que je l'ai arraché du caniveau d'un mouvement brusque, le jetant sur le sol de béton, qu'une lueur de compréhension est passée dans ses yeux troubles. « Pierre », a-t-il dit d'une voix rauque, et un filet de salive noire a coulé de sa bouche. « Tu es mort. Je suis ressuscité pour que tu envies les morts. » Je lui ai donné un coup de pied dans le flanc, le forçant à se retourner. « Lève-toi, ton service ici est terminé. » Dans le coin, près d'un tas de paille pourrie, un autre tas de chiffons a bougé. C'était elle, Émilie, l'ancienne reine de beauté, amatrice de spa et de vin cher. Maintenant, elle ressemblait à une vieille femme. Les cheveux, qui avaient été sa fierté, étaient coupés par touffes, le visage couvert d'une croûte de saleté et de croûte. Les mains étaient gonflées par le travail dur et les infections. Elle me regardait de bas en haut, et dans son regard il n'y avait rien d'humain, seulement la peur animale d'un chien battu. Elle a rampé vers moi, à genoux, s'accrochant à mes bottes de ses doigts sales et mutilés. « Pierre, mon Pierre, tu es venu, tu as pardonné. Emmène-moi, Pierre, je ferai tout. Je te laverai les pieds, ne me laisse pas ici. » Elle essayait d'embrasser ma botte, étalant fumier et larmes sur le cuir cher. J'ai retiré mon pied avec dégoût. « Debout !» et je commandai, comme je commandais autrefois ma compagnie. « Tous les deux, vite !» Ils se sont levés, chancelant et se soutenant l'un l'autre. Spectacle pitoyable. Le couple qui rêvait il y a 1 an de boire du champagne à mes funérailles se tenait maintenant devant moi dans la merde, attendant ma pitié. « Vous venez avec moi ?» et je dis froidement. « Mais ne pensez pas que c'est un sauvetage. Marat m'a vendu votre dette. Maintenant vous me devez chaque centime, chaque cellule nerveuse, et vous allez tout rembourser. Je les ai chassés dehors sous la pluie glacée. Je les ai forcés à grimper dans le plateau ouvert du pick-up, pas dans l'habitacle chauffé, mais dans le plateau, sur le métal froid. Recroquevillez-vous pour ne pas mourir de froid, et je lançai en refermant le haillon. On ne va pas loin, là où tout a commencé. Je me suis installé au volant, j'ai mis le chauffage à fond, profitant de la chaleur pendant qu'il tremblait là derrière la vitre, de froid et de terreur sous les coups du vent. Je ne les emmenais ni au commissariat, ni à l'hôpital. Je les emmenais dans ma maison de campagne, celle-là même que j'avais rachetée par personnes interposées il y a 1 mois, celle-là même qu'Émilie avait voulu vendre. Mais maintenant, ce n'était pas juste une maison. Durant ce mois, j'avais apporté quelques modifications à sa structure, notamment au sous-sol. Nous sommes arrivés devant le portail. La maison se dressait sombre, sinistre. J'ai garé la voiture dans la cour et je suis sorti. Je les ai sortis du plateau comme des sacs de pommes de terre. Ils sont tombés sur le gravier, incapables de tenir debout à cause du froid et de l'épuisement. « Bienvenue à la maison, chérie », et je dis en traînant Émilie par le col vers la massive porte de chêne. « Tu voulais vivre ici.
Tu voulais être la maîtresse des lieux. Ton rêve s'est réalisé. Tu resteras ici pour toujours. » J'ai ouvert la porte et je les ai poussés à l'intérieur. L'odeur de rénovation fraîche et de chlore a frappé mes narines. Mais nous ne nous sommes pas attardés dans le hall. Je les ai chassés vers une lourde porte métallique menant au sous-sol, qui était autrefois prévue comme cave à vin et chaufferie. Maintenant, il y avait un autre équipement. J'ai ouvert grand la porte du sous-sol, et quand la lumière terne et morte s'est allumée, éclairant 2 cages soudées au sol et une table avec des outils soigneusement disposés dessus, Émilie a poussé un hurlement si perçant et inhumain que mes oreilles se sont bouchées, parce qu'elle avait compris que la porcherie de Marat était le paradis comparé à ce que je leur avais préparé ici. Le claquement du lourd cadenas de grange se refermant sur la grille d'acier a résonné dans le silence caverneux du sous-sol comme un coup de feu, mettant un point final à leur vie passée et ouvrant le chapitre d'un enfer infini et sans issue. Émilie et Alexandre, mouillés, tremblants de froid et de terreur animale, s'accrochaient de doigts blanchis aux barreaux de leur cage personnelle, me regardant de bas en haut comme des chiens battus regardent le maître cruel dont dépend leur ration de déchets du jour ou un coup de pied. Je n'ai pas perdu de temps en long préambule. J'ai simplement pris un tuyau en caoutchouc connecté au système d'eau glacée et j'ai frappé d'un jet tendu directement sur leur visage déformé par la peur, lavant d'eux les restes de fumier de la porcherie avec les restes de leur dignité humaine. L'eau fouettait leur corps maigre. Ils hurlaient, se débattaient dans l'espace étroit des cages que j'avais soudées personnellement avec de l'acier épais, glissaient sur le sol de béton, s'étouffant dans la boue glacée. C'était nécessaire, pas seulement pour l'hygiène. Je ne voulais pas que ma maison sente la porcherie, mais aussi pour chasser de leur tête les dernières pensées qu'il s'agissait d'un mauvais rêve. L'eau froide dégriserait mieux que n'importe quel sermon. Quand j'ai fermé le robinet, un silence s'est installé dans le sous-sol, troublé seulement par le claquement de leurs dents et l'eau qui goûtait. J'ai tiré près des cages un lourd fauteuil en cuir. J'ai posé à côté une petite table sur laquelle j'ai déposé une bouteille de vodka glacée, un verre et une assiette de lard finement tranchée. Je me suis assis, croisant les jambes, et je me suis servi à boire. Le liquide a agréablement brûlé ma gorge. Je les regardais, savourant le moment de pouvoir absolu. Ils étaient pitoyables. Alexandre, autrefois homme d'affaires désinvolte, ressemblait maintenant à un coq déplumé. Et Émilie, mon ancienne reine, s'était transformée en vieille femme tremblante, aux yeux fous. Alors, la famille, et je prononçai doucement, et ma voix résonnait contre les murs carrelés. Discutons des conditions de votre séjour. Vous vouliez vivre dans cette maison. Émilie, tu rêvais tant d'espace, d'un décor riche. Tu l'as obtenu. Tout ce sous-sol de 100 mètres carrés est maintenant entièrement à ta disposition. Elle a sangloté, glissant le long des barreaux jusqu'au sol. Pierre, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous avons tout compris. Laisse-nous partir. Nous disparaîtrons. Partir, ai-je dit, sincèrement surpris en haussant un sourcil. Où ? Vous n'avez pas de papier ? Vous n'avez pas d'argent ? Vous n'avez pas de nom ? Pour le monde, vous êtes mort il y a 1 an. J'ai acheté vos dettes. J'ai acheté vos corps. J'ai acheté votre temps. Et maintenant, nous allons faire de l'économie. J'ai sorti de ma poche une feuille pliée et je l'ai collée avec du ruban adhésif au barreau de la cage d'Émilie. Voici le calcul, et je expliquai en mordant dans un morceau de lard. Votre dette cumulée envers moi, intérêts, pénalités et dommages moraux compris, s'élève à 120 millions d'euros. Je suis un homme généreux. J'ai donc fixé votre salaire un peu au-dessus du salaire minimum. Vous allez rembourser la dette en travaillant pour la maison. Selon mes calculs, si vous trimez 16 heures par jour, 100 jours de repos, vous me rembourserez dans environ 230 ans. Alexandre a hurlé, enfonçant son front dans le sol de béton. Parce qu'à cet instant, son cerveau imbibé et abruti a enfin compris que ce n'était pas une punition temporaire, pas une captivité dont on pouvait s'échapper, mais une sentence à perpétuité qui ne se terminerait que lorsque leur cœur s'arrêterait d'épuisement. Silence ! Et je rugis en frappant la table de la paume. Vous ne parlerez que sur ordre. Maintenant, vos obligations. Alexandre, tu es un homme fort. Tu aimes construire. Tu vois ce tas de blocs de granit dans le coin ? Ta tâche est de les broyer en gravier, à la main, au marteau. J'ai besoin de couvrir les allées du jardin. Quota de production, 1 seau par jour. Si tu ne le fais pas, pas de nourriture. Je me suis tourné vers Émilie. Elle me regardait avec espoir.
pensant que je lui donnerais, en tant que femme, une tâche plus facile. J'ai souri amèrement, me souvenant de ce message qu'elle avait envoyé il y a 1 an. Celui qui avait brûlé en moi tout ce qui était humain. Et toi, Émilie, tu es très propre. Tu n'aimais pas l'odeur de ma sueur. Tu trouvais que le travail d'ingénieur était sale. Je me suis penché et j'ai sorti d'un sac à mes pieds un tas de vieux chiffons huileux et de bleus de travail sales, imbibés de graisse et de gazole que j'avais spécialement collectés dans le garage. Ton travail, la lessive à la main. Dans l'eau glacée, tu laveras ces chiffons jusqu'à ce qu'ils soient immaculés. Et ensuite, je les salirai à nouveau. Tu vas adorer cette odeur, Émilie. Tu la respireras. Tu en seras imprégnée. J'ai jeté le tas de chiffons sales directement sur son visage à travers les barreaux. Elle a crié, tentant de repousser les chiffons puants, mais je l'observais froidement. Et encore, et je ajoute, j'ai 3 étages en haut, avec des sols en marbre. Chaque jour à 5 heures du matin, je te libérerai pour 1 heure. Tu laveras les sols avec une brosse à dents. Si je trouve ne serait-ce qu'un grain de poussière, tu dors sans dîner. Et le dîner chez vous est royal. J'ai poussé du pied un sac de croquettes pour chien de la marque la moins chère. Bon appétit. L'eau au robinet, les toilettes, le seau dans le coin. Vous le viderez vous-même quand je l'autoriserai. Je me suis levé, j'ai fini ma vodka et j'ai regardé ma montre. Il était tard. En haut m'attendait un dîner chaud, un lit moelleux et la sensation de liberté totale et vibrante. Et ici, en bas, commençait l'éternité. « Pierre !» a hurlé Émilie en se jetant contre les barreaux alors que je me dirigeais vers la sortie. « Tue-nous plutôt, sois maudit !» J'ai déjà été maudit, ai-je répondu calmement sans me retourner. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec une malédiction nommée Émilie, et maintenant je suis guéri. Je suis remonté l'escalier, sorti du sous-sol, et j'ai refermé avec délice la lourde porte insonorisée. Les cris se sont tus instantanément. J'ai tourné la clé 3 fois dans la serrure et j'ai accroché la clé à un crochet près de la porte. Je suis passé dans la cuisine. L'immense cuisine lumineuse dont elle rêvait. J'ai sorti du réfrigérateur un steak, je l'ai jeté sur la poêle brûlante. La viande a grésillé, emplissant la maison du parfum de viande grillée et d'épices. Je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis approché de l'écran mural géant qui affichait les images des caméras du sous-sol. L'image en noir et blanc montrait 2 silhouettes recroquevillées dans les cages. Alexandre était assis, la tête entre les mains, se balançant d'avant en arrière. Émilie rampait sur le sol, ramassant les croquettes répandues de mains tremblantes et les fourrant dans sa bouche. La faim avait été plus forte que la fierté. Je regardais cela sans joie mauvaise, sans sourire. En moi, il n'y avait qu'un vide froid et lourd, rempli d'un sentiment de justice accomplie. Ils avaient voulu tout me prendre. Ils s'étaient pris la vie à eux-mêmes. J'ai pris une gorgée de vin en regardant mon ex-femme se battre avec son ex-amant pour une croquette qui avait roulé, passant sa main entre les barreaux. C'était le final, dur, sale, mais honnête. Dans ce monde, il faut tout payer, et parfois le prix s'avère insurmontable. J'ai éteint l'écran. Je n'avais plus besoin de regarder. Je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils n'iraient nulle part. Et je savais que demain matin, je me réveillerais, boirais mon café et irais à mon atelier où ça sent le bois et le travail, l'odeur que j'aime plus que tout au monde, et qu'ils resteraient en bas, dans l'obscurité, seuls, avec leurs péchés. L'histoire de Pierre est achevée, mais la vie est pleine de tels rebondissements qu'aucune fiction ne peut se comparer à la réalité.